Cette semaine, dans le balado, on subit une transformation extrême, on se fait pourchasser par des individus pas trop catholiques et on vit une séparation houleuse. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut. Fin jeu de mots avec pas trop catholique. Ah, quand même. J'ai hâte de voir. Stealing. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, petit tour d'horizon d'actualité. Oui, écoute, fidèle à moi-même, tu me laisses le... j'ai absolument rien. J'y vais et tu commandes. Ouais, je vais aller commander on the spot. Donc, c'était la rentrée radio canadienne, Radio-Canada cette semaine, la rentrée culturelle. Et Louis Morissette a confirmé qu'il travaillait sur un deuxième film de L'Œil du Cyclone. On sait qu'il est producteur de la série. Donc, ça a vraiment un bon succès. Très bon succès. Alors, évidemment, on va répéter l'expérience. Ouais, de placer ça entre deux saisons, etc. Ouais. Là, moi, j'ai l'impression qu'ils vont... Il a dit que ce ne serait pas un film de Noël. OK, donc, de faire un autre film, mais pas de... C'est pas Noël du Cyclone 2, mais ça va être un deuxième film de L'Œil du Cyclone. Moi, j'ai l'impression qu'on va sûrement faire un voyage, quelque chose comme ça. Ils vont aller peut-être quelque part au Québec. Tout inclus. Non, au Québec. Ben, ça va dépendre du budget. Remarque, Radio-Canada, peut-être même aller en Europe, on ne sait-on jamais, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être style... On fait le tour du Québec en gang, puis il va arriver plein de choses cocasses. Ou le temps des sucres. Ou le temps des sucres. S'achète une cabane à sucre. Patrick Yvon dans la sériculture. Donc, à suivre pour les amateurs de la série. Ouais, moi, je suis. Je veux dire, l'écriture, la production... Ça reste poliment comme un TV movie. Là. Fait que c'est événementiel et tout, mais ça n'a pas besoin de coûter 16 millions, etc. Là. Quand on parlait à l'équipe là, qui comptait qu'il l'avait fait en 3 semaines. Puis, là, je pense qu'ils vont probablement donner un peu plus de temps. Je pense que c'était surtout ça l'enjeu que tout le monde avait comme accepté. Ouais, vu que le contexte Noël faisait qu'il avait tourné genre au mois de mai, puis ça sortait le Noël d'après et tout. Mais je pense que c'est un film qu'on peut voir en peut-être... automne 2026, dans un an, dans 18 mois, printemps 2027. C'est pas comme en 29, comme quand on dit financement sur tel film québécois, donc dans 4 ans, on le voit. Là. Effectivement, écoute, ça va être à voir. Peut-être même si c'est pas film de Noël, peut-être pour Noël 26. Parce que la saison, c'est l'hiver, je pense. Dans le sens, c'est comme de janvier à mai, à peu près. En fait, elle est disponible sur tout.tv avant pour les abonnés. Extra qui est à l'automne, puis après ça, diffusé. C'est ça, je pense que sa fenêtre est donc... C'est pas un film qui va sortir à l'hiver, parce qu'il veut pas... Si ça se passe entre les saisons puis qu'il y a une forme de continuité, je pense pas qu'ils vont vouloir que ça joue pendant puis que ça mélange l'histoire. Remarque, le film... C'était pas tant lié que ça avec les saisons. Non, mais si j'avais bien compris, c'est qu'il marquait comme ceux qui l'avaient vu avant, puis il lançait comme « Hey, oubliez pas, la saison commence dans quelques semaines, puisque le film était à l'affiche novembre-décembre, et après la plateforme, etc. Fait que je spécule, puis j'ai l'impression que leur fenêtre de diffusion serait donc genre juin à novembre, là, mettons. Plus dans cette moitié-là de l'année que... Puis ils vont peut-être quand même le sortir dans le temps des fêtes, même si ça ne sera pas un film de Noël à ce moment-là. En tout cas, à suivre. On spécule. Ça, c'est le genre de nouvelles qui me fait vieillir. Quand on fait des films sur le tournage de films classiques que moi j'ai grandi avec. Donc, on a annoncé le film I Play Rocky, qui va parler de la genèse de Rocky, du premier film en 1976. Qui joue Stallone? On l'a annoncé, il s'appelle Anthony Ippolito, pas très connu, joué dans un film sur Netflix, Purple Hearts, qui semble avoir un certain succès, mais il semble se spécialiser dans les vraies personnalités, parce qu'il avait incarné Al Pacino dans le film The Offer sur Paramount+, qui traitait du film du Parrain. Ah, OK. J'ignorais l'existence de ce film. Donc, après Al Pacino, va incarner Sylvester Stallone. Quand même Peter Farrelly qui est derrière le projet, qui, on sait maintenant, ne fait plus de comédie depuis quelques années. Je pense que ça va être super intéressant, parce qu'honnêtement, l'histoire de Stallone est intéressante, où il a tout misé sur Rocky, déclinant des offres qui l'excluaient de jouer dans le film. Effectivement. Donc, tout ça va être super intéressant, je pense. Mais, ça me donne un coup de vue quand t'es rendu à voir le making-of comme ça d'un film culte. Un film culte qui a eu 7, 8 suites, là, c'est ça.
décliné en Creed à cette heure. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'imagine, si on annonce le casting et tout ça, le tournage devrait débuter, j'ai l'impression, dans les prochaines semaines. De quel côté c'est de la production? C'est Farrelly, mais c'est-tu associé à un Ça va être MGM, Amazon. Ok, ouais. C'est eux qui ont les droits. Ouais. Oui, ben oui, en fait, tout à fait. Ouais, on reste dans la famille, un peu d'inceste ici. Ouais, ben probablement que dès que tu utilises Rocky, ça leur appartient. Il faut que ça passe par là, c'est ça. Parce que c'est pas un biopic, ça, c'est à Londres. C'est sur la genèse d'un film. Effectivement. Sinon, on a annoncé officiellement la production du nouveau Star Wars Starfighter, qu'on a parlé à quelques reprises. Avec Ryan Gosling. Ryan Gosling. Donc, la sortie va être pour le mai 2027, en fait, pour les 50 ans du film. On ne pouvait pas se passer de ne pas avoir de production pour les 50 ans de Star Wars. Mais on a annoncé le reste du casting qui va accompagner Ryan Gosling dans une galaxie lointaine. Chez vous? Non. Ouais, non. On a Amy Adams quand même. Ça, bien content. Mia Goth. Ah ouais, cool. Et Matt Smith qui va jouer le méchant. Pourquoi j'ai l'impression que même Mia Goth va jouer une méchante? Moi aussi, je pense. C'est difficile d'avoir autrement. Ou en tout cas, un personnage peut-être entre les deux. On va en reparler de Matt Smith dans Cuff Stealing de Aronofsky tantôt. Puis lui aussi, il a comme... Je pense qu'il a joué un peu dans différentes séries autres où il était un peu plus gentil, mais il fait partie de ces acteurs-là qui sont jamais les leads, mais ils ont toujours des gros rôles, puis souvent des pas fins, là, quand même. J'avoue qu'il peut avoir une gueule sévère. Mais un rôle marquant, effectivement, c'est Doctor Who. Il a été une des incarnations de Doctor Who. Je ne sais plus quelle saison, là, parce que ça existe depuis tellement d'années, mais ouais, il a fait un petit bout de temps. Ouais, fait que quand même. Fait que voilà pour les nouvelles, quand même assez tranquillos. Même chose dans l'annonce, on n'a rien répertorié de majeur. Trucs, mais ouais, c'est ça. Donc, on va aller directement aux sorties de la semaine. Et parlant de Matt Smith, justement, parlons de Caught Stealing, le nouveau Darren Aronofsky. Oui, pris au piège au Québec, qui met en vedette Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio dans un duo... inattendu. Ouais, inattendu et sympathique. Ben, duo sympathique. Pas des personnages sympathiques, mais un duo sympathique à voir. On est fin des années 90, hein, dans la nostalgie, à New York, parce que Darren Aronofsky adore New York. Il fait, parenthèse, lui, il est de la gang des New-Yorkais, justement. Il y a du cinéma de New York, du cinéma de la côte ouest. Alors lui, il vient toujours de là. Pourquoi ne pas mettre ça en scène? Alors, Austin Butler est un ancien espoir de baseball, gros fan des Giants de San Francisco, qui est devenu barman dans un petit bar miteux. Puis, un soir ou au petit matin, quand il revient à Mané, son voisin d'appartement, donc qui est un punk britannique joué par Matt Smith, lui dit « Hey, peux-tu garder mon chat? Il faut que je parte. Mon père va pas bien. » Et à partir de là, les embrouilles commencent parce que vont venir des larcins qui vont... Des larcins? Des lascars? En tout cas, des pas fins qui viennent et qui pensent que le personnage de Butler, Hank, est lié à celui de Matt Smith. Donc, tu sais, t'es de mèche avec lui, il nous cache des choses, blablabla. Fait qu'à partir de là, il commence à se faire péter la gueule et sa vie devient un enfer. Je pensais avec la bande-annonce que ce serait vraiment une comédie noire, comédie d'action. Je pensais à The Big Lebowski un peu. Ouais, moi-même plus les... Snatch puis Lockstock. Ouais, les Guy Ritchie, c'est ça. Les premiers Guy Ritchie, un peu aussi les Coen, tu sais, genre Les Redétruire, Burn After Reading, des choses comme ça. Ça reste plus dramatique que ça. Il y a un côté noir à ça, mais c'est plus un suspense dramatique criminel que vraiment une comédie. Parce que il se fait tapocher pas mal, puis les gens mangent des volets quand même. Là. C'est pas un film qui se veut sadique, mais ce côté des hommes de main, là, qu'on dit claque des doigts, puis fais-y mal, là, faut qu'il parle. Il prend plaisir là-dedans. Fait qu'il y a vraiment un côté... je me souviens des grandes œuvres d'Aronofsky, Requiem for a Dream, un peu de cette forme de torture-là. Le film est moins... intense. Mélodramatique, intense, c'est ça, là, tout va mal et tout est cynique. Là. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça vient d'un livre, mais qu'il y a eu comme... Il avait envie d'avoir du fun, ça, c'est sa version d'un film léger puis funné, là, quand même. Là. Ce sont plus accessibles, faut le dire, oui, probablement, mais ça demeure quand même... Ouais, d'ailleurs, toutes les sorties de la semaine sont 13 ans et plus. Je pense qu'il n'y a pas de film général qui sort cette semaine. Là, mais j'ai quand même eu
beaucoup de plaisir à ça. Il y a quelque chose de convenu, mais d'à la fois surprenant dans le film, je trouve. La galerie de personnages, je l'aime beaucoup, Austin Butler. Je trouve que, oui, qu'il a une belle gueule, mais qu'il y a un certain mystère dans son regard. Puis je pourrais pas dire qu'il rappelle qui ou quoi, mais j'aime ça. J'ai hâte de voir sa carrière évoluer. Je sais pas pourquoi. Il possède un capital de sympathie. Tu le regardes, puis tu es empathique envers lui. Il y a ça, puis je veux pas lui manquer de respect, mais je pense qu'il me rappelle un peu quand Charlie Hunnam, l'Australien, est arrivé dans le portrait. Mais je pense que Butler est un meilleur acteur que Charlie Hunnam, fait qu'il risque d'avoir une carrière plus brillante quand même. Tout à fait. Écoute, oui, tu parles de bande-annonce. Moi aussi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Moi, j'avais comme un peu de Big Lebowski en tête, là, parce qu'on est avec des personnages un peu excentriques, puis tout le monde se pourchasse. Mais il y a vraiment plus de violence. Oui, et c'est plus dramatique, effectivement. Donc, moi, je pense une comparaison pour les plus vieux, ce serait peut-être After Hours de Martin Scorsese, qui est un peu un de ses ovnis aussi qu'il avait fait en 85. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil, je pense, très assumé au film, parce qu'on retrouve au générique Griffin Dunne, qui était dans After Hours, qui était le personnage principal qui joue le propriétaire du bar. Ah, OK. Assez méconnaissable avec sa longue chevelure et sa barbe blanche et tout ça. Là. Mais je pense que ça a été... de la coke sur le coin de son bar. Là. Fait que je pense que ça a été une influence assurément pour Aronofsky. Puis je pense aussi que c'est ça, c'est ce genre de cinéaste un peu à la Tarantino, tu sais, qui adore des films, qui écoute des films, fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est un peu son hommage au genre. Là. Ouais, donc moi aussi, j'ai passé un très très bon moment. Quand même des bons petits twists dans l'histoire. C'est vraiment bien raconté, comédiens tous sympathiques. J'aime bien aussi Zoé Kravitz. Oui, c'est ça. Je suis un peu perplexe avec dans les débuts, grosse scène de sexualité que on vivait, là, on la voit, puis j'étais comme... Hey, ça apporte quoi au récit, dans le fond? Puis j'étais comme... ça me rendait mal à l'aise, parce qu'on dirait qu'il est comme... Il y a toujours de la sexualité dans les films d'Aronofsky. Ouais, c'est ça, mais on dirait que celle-là, c'est pour nous montrer l'intensité de leur relation, peut-être, là, qui sont au stade c'est pas trop clair si on va plus loin, mais tu vois que c'est pas juste un one night, mais on est-tu un couple, on est-tu juste un thing, tu sais. Mais t'es comme... Ouais, OK. Je sais pas, après 10 minutes du film, t'es charnellement impliqué. Là, il y a un petit côté voyeur. Ils sont beaux, là, mais... Si on se rappelle Requiem for a Dream, il y avait aussi une séquence mais on dirait qu'elle menait à culminer le désespoir à quel point il voulait de l'héroïne. C'était peut-être moins gratuit, effectivement. Quand même, fun fact, tu parlais que c'est inspiré d'un roman, effectivement, de Charlie Huston, qui a aussi signé le scénario. En fait, il a écrit une trilogie. Fait que c'est des romans assez récents aussi. Non, qui datent de vraiment de début 2000, en tout cas dans les années 2000. Donc, va-t-on voir les aventures. Mais avec le même personnage? Oui, tout à fait. Donc, son histoire se poursuit. Il doit être magané après tout ça. Oui, sûrement. Et quand même, les droits ont circulé pendant un certain moment. C'était David Hayter, suite au succès des 2 premiers X-Men. Il avait été un des co-scénaristes des films qui avait tenté une tentative d'amener ça au cinéma avec Patrick Wilson dans le rôle titre. Ah ouais, OK. C'est vrai qu'on l'a pas vu faire beaucoup ce genre de film-là. Ben là, il s'est comme campé dans l'horreur à un moment donné. Ouais, mais je pense que ça a été une autre vibe aussi. Je ne dis pas que ça aurait été mieux ou mauvais, mais je pense qu'Austin Butler a ce côté-là plus... pour vrai, il a l'air d'un ancien joueur de baseball. Ouais. Puis il a l'air d'un gars qui est juste dépassé par des événements aussi, là. Fait qui n'est pas en contrôle de la situation. Fait que bref, Darren Aronofsky, quand même très accessible. Vous aimez ce genre-là qu'on a mentionné, qu'on a parlé, des Guy Ritchie. Mais il y a un petit côté que... Quand je me laisse aller, ça va, mais quand je prends un recul sur ce que ça veut dire dans le monde, j'ai un petit malaise avec les films où la violence est comme drôle. Tu sais, des gags de tirer du gun puis que ça tire quelqu'un en plein milieu de la tête, puis c'est comme « Oh, yeah, je suis comme... » J'ai de la misère à rire avec cette violence-là. Mais Tarantino excelle là-dedans, pourtant. Ouais, mais j'ai une réserve. J'ai pas un gros back tattoo de Tarantino. Là, je trouve que c'est comme Aronofsky. J'ai pas tout vu, en fait, mais il propose des choses, mais c'est moins pire parce que justement, le film est plus sérieux qu'on pensait. T'sais. Parce que même dans les Lock, Stock et les Guy Ritchie, je me souviens qu'à il tire d'un fesses avec une carabine à plomb puis des choses comme ça, mais il y a moins de tuage brutal puis de torture, puis ça reste plus léger. Je pense que c'était-tu Ben Wheatley qui avait fait ça amener là
Free Fire, là, puis là, c'est comme du monde qui se retrouve dans un entrepôt pour... c'est un genre de huis clos, 3-4 gangs pour un deal de drogue ou d'argent qui vire mal, puis là, tout le monde est comme en train de s'embusquer les uns les autres, puis là, c'est comme « Hey, tu m'as tiré dans le genou, mon esprit, hey, toi, ouais, puis là, c'est comme... » C'est loin, mais tu sais, c'est quelque ça, chose. genre 2012, là, enfin, même, puis je suis comme... Quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment hot, puis en vieillissant, je suis comme, j'ai de la misère avec ça. Là. L'humour de on se tire dessus, on reçoit des balles, mais c'est pas grave dans le fond, c'est juste de la camaraderie. Là. Je suis comme, non, c'est super violent, tu sais. Fait que, mais c'est ça, on va pas trop là-dedans, la violence reste vraiment violente. Puis, c'est ça. Perso, on dirait que la fin, je l'ai trouvé... C'est un peu abrupt. Ouais, c'est un peu abrupt, puis peut-être finalement avec des twists un peu surprenantes, un peu prévisible ou convenu, tu sais, que je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, mais j'ai pas fini aussi fort dans mon émotion que je l'ai été à d'autres moments du film. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais genre, hey, c'est vraiment hot, puis j'ai fini en faisant comme, c'est bien, tu sais, c'est ça. Je le recommande à ceux qui sont intéressés, mais je sais pas quel genre de succès le film va avoir, je sais pas c'est quoi la curiosité que les gens vont engendre là, pour est-ce que Aronofsky est quelqu'un qu'on suit ou c'est plus ses films valent le détour c'est quoi son dernier finalement, c'était-tu The Whale? Ouais, effectivement, ouais. On n'est pas dans le même genre, c'est le fun de voir qu'il fait autre chose. Oui, tout à fait. Moi, c'est quand même un cinéaste qui aime encore là, se réinventer, faire des genres différents. Puis pour les amateurs du genre de néo-punk, c'est le groupe Idols qui fait la musique originale. Très bon groupe. Alors, allons complètement ailleurs avec cette réinvention d'un classique culte de Toxic Avenger de Macon Blair. En parlant de rire avec la violence. Oui. Mais ça, c'est fantastico-niaiseux. Fait que c'est pas la même chose. C'est pas terre à terre, mettons. Là. Non, tout à fait. On est dans la bande dessinée, là, carrément. Fait que attention, ce n'est pas un remake. C'est une réinterprétation, disons. Fait qu'on se permet... Il y a des clins d'œil au premier, à des événements du film original de 84, mais... l'histoire diffère. Ouais, l'histoire diffère, là, où c'est campé. Même le ton est différent, parce que... vous souvenez-vous de Toxic, le ravageur de Toxic Avenger en 84, qui était c'est ça, même pas un série B, c'est un série Z. C'est des affaires avec des prosthétiques, puis une histoire très cheap d'un gars... surjoué. Oui, c'est ça, exact. Fait que je pense qu'on rit de ça, puis le début, on comprend rapidement dans le film, je vous viendrai avec le synopsis, que on flirte quasiment avec le Naked Gun, là, avec la joke de dire... Tu peux pas faire volontairement un série B, c'est toujours fake parce qu'on le sait que tu as les moyens de faire semblant que tu n'as pas les moyens, fait que ça vient pas de la même place, de la même énergie, du même désir de faut absolument que je fasse un film, mais j'ai pas une scène puis je suis pas si bon que ça, mettons. Fait que c'est mieux, c'est bien fait d'avoir écrit ça plus à la blague ou à la satire. On suit le paumé Winston Goose, joué par Peter Dinklage, qui est un concierge quand même persécuté, qui fait profil bas, sans mauvais jeu de mots. Puis il est juste coincé un peu avec son beau-fils, dans le fond. Donc, il n'est pas le père, mais la mère biologique est morte. Fait qu'il essaie de faire le mieux qu'il peut avec cet enfant joué par Jacob Tremblay. Qui est très anxieux. Oui, très anxieux. Alors, il essaie de le rassurer, mais lui-même, il n'est pas équipé tellement en parentalité. Tu sais. Puis, à un moment donné, dans un triste accident, là, où il est concierge dans la grande shop de produits toxiques puis de pharmaceutiques, c'est ça, va se retrouver transformé dans cette espèce de toxique le ravageur plein de bubons et de super pouvoirs et qui résiste aux balles et va tranquillement gagner le cœur du public, de la foule et des gens en redressant la situation et en punissant les vilains et les personnages vils et scrupuleux de cette ville. C'est un peu ça, fait qu'on a écarté des trucs qu'il y avait dans le premier, mais regardez des clins d'œil, il y a une scène dans un restaurant, mais il n'y a pas la relation d'amour avec la fille aveugle qui trouve très beau de l'intérieur et tout. La blonde bimbo. Ouais, c'est ça, on est plus dans la relation avec son fils, son beau-fils, une enquête pour essayer de faire tomber cette grande compagnie. Au générique, on trouve entre autres Kevin Bacon, qui est le dirigeant de cette compagnie-là, son frère qui joue justement le cliché du très laid, là, voir
le pingouin là, dans le Batman Returns joué par Elijah Wood, c'est ça. Channel Danny DeVito. Ouais, voilà, tout à fait, un peu baissé, le nez pointu, teint blême, des 3-4 poils sur la tête. Taylor Page qui joue cette espèce d'enquêtrice qui veut venger aussi. On y reviendra des caméos. Lloyd Kaufman, il reviendra, on est là. Qui a joué, parce qu'en fait, Toxic le Ravageur, c'est parti de cette film de série Z-là. Il y en a eu 4 ou 5. Il y en a eu 4, ouais. Et il y a eu une série télé, c'est complètement fou, qui ont comme adouci pour les jeunes, série des années 90 où ils mettaient comme des bons messages, genre « Hey, recycler les enfants, c'est important ». Fait que là, il était comme épaulé de jeunes, puis il était un petit peu moins dégueulasse, monstrueux. Il y a eu même un musical, je pense, dans le début 2000-2010. Fait que, bref, il y a un beau caméo, une présence de Lloyd Kaufman, qui, lui, était celui qui jouait Toxic quand il était... Kaufman, en fait, est le réalisateur du film. Ah, j'ai mêlé, OK. Ouais. Mais il y a aussi le gars qui joue... Finalement, non. Je suis allé voir. Oui, on s'est trompé. Donc, non, le comédien n'est pas dedans. Ah, OK. Ouais. Parce que c'était quand même... C'était pas le même comédien qui faisait Melvin puis qui le faisait transformer. Exact. Et c'est encore le cas ici. Parce que... Puis probablement aussi, pour les besoins du film, mais j'ai l'impression que niveau budget, Peter Dinklage se joue lui-même, là, il joue Dinklage, puis quand il est transformé, c'est, j'ai vu, je pense que c'est même une fille, Louisa Guerrero. Elle a le full bodysuit, puis Dinklage a juste fait de la post-synchro par après pour remplacer la voix. Là. J'imagine qu'elle coûtait pas mal moins cher par jour que c'est Dinklage. Ça, puis à un moment donné, rendu là, il fait que des cascades, fait que ça doit être plus simple niveau assurance et tout. Là. Puis c'est la même chose, il y a un autre personnage qui va se retrouver transformé, puis c'est aussi une doublure qui fait après les scènes de combat. En tout cas, meilleur joke, je pense, c'est quand il y a comme un band néo-rap, rapcore, là, avec des paroles pas de bon sens, que justement, il y a la joke que même les enfants écoutent ça, puis c'est les pires paroles. Mais ils sont aussi des espèces de vraiment violents assassins qui engagent pour justement nettoyer toutes les pistes puis sauver cette espèce d'entreprise à l'agenda horrible. Puis il y en a un qui est comme géant avec un gros masque là, à la Slipknot. Puis quand ils finissent par enlever le masque, quand même une des scènes les plus drôles, voire perturbantes du film et tout. C'est vraiment cool. Il y a une couple de bons gags comme ça. Ouais. Mais c'est ça, quand je disais le clin d'œil à Naked Gun, juste pour situer, c'est au début, tu sais, pour nous mettre en contexte, la ville s'appelle genre la ville sinistre, puis c'est ça qui est écrit, tu sais, l'inspecteur, il y a une plaque murale, puis c'est comme super enquêteur qui débunk tous les scandales de la ville, tu sais, les choses sont comme au premier degré, genre. Je dis, OK, ça va être ça le ton, tu sais. Quand même, finalement, un bon arrimage entre les effets pratiques et finalement les effets numériques. J'avais peur qu'il y en ait trop, mais c'est quand même bien fait quand ils sont là pour ça, justement, là, avec sa mop pleine de produits radioactifs, d'arrachage de bras puis de coupage de tête. Là. Fait que c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film gore. Ouais, c'est une comédie gore. Exactement. Ouais, tout à fait. Et toi, t'en as pensé quoi? Écoute, t'as vu le premier cette semaine? En plus, tu l'avais jamais vu. Effectivement, moi, j'ai raté ce phénomène-là. Je savais que ça existait. Mais bon, plus jeune, j'écoutais beaucoup de série B, mais je n'osais pas aller jusque dans la série Z. Puis finalement, écoute, j'ai quand même embarqué. J'étais pas prêt pour voir ce que c'était. Puis l'original, quand même, ça va... Je me souviens pas, par contre, y est-tu comme 1h10? Y est-tu super court? 1h30, probablement? Ouais, 1h30, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pas politically correct. C'est vraiment des gags assez audacieux pour l'époque. Puis, fait que j'étais vraiment curieux. Puis finalement, moi, j'ai vraiment embarqué. Il me semble que ça fait longtemps que je l'ai vu, là, genre 10-15 ans, là, mais... Ouais. Est-ce que je me trompe ou ça se passe beaucoup dans la journée? Ah oui, tout à fait. C'est ça. Puis ça, c'est aussi la signature d'un film qui n'a pas trop de budget parce que ça coûte bien moins cher à tourner de jour que de nuit. Là. C'est moins compliqué pour l'éclairage, ça coûte moins cher le monde, c'est tout. Fait que j'étais comme, c'est ça. C'est quand même drôle, c'est intéressant aussi. Là. Fait que très sympathique, honnêtement. J'ai passé un bon moment. Il y a, comme tu as dit, de bons gags. D'amener Peter Dinklage dans le rôle, parce qu'évidemment, dans le premier Toxic Avenger, c'était un peu un nerd qui se transformait là, il était vraiment quelqu'un qui se faisait boulier. Ouais, c'était comme le concierge d'un gym. Oui, c'est ça. Et puis là, finalement, devenait un super-héros vraiment très physique, alors que là,
on est quand même avec une personne de petite taille et tout ça, qui devient un super-héros. Mais il se fait moins boulier. C'est plus quelqu'un qui a la vie difficile, ça, là, mais il se fait pas pousser dans les vidanges. Là, quand, non, on est vraiment ailleurs. Comme je dis, il fait profil bas, il se mêle pas de rien. Il est un peu... J'essaie d'aligner mes shit, mais pas facile. Là. Ben, tu sais, l'original était plus un peu un pastiche des teen movies tout ça de l'époque, alors que là, on a vraiment quand même des enjeux. De zéro à héros, là, en fait. Oui, c'est ça. Fait que écoute, si vous aimez cette série-là, je pense que vous ne serez pas déçus, parce que j'ai vu un peu sur des réseaux sociaux, là, j'ai quelques amis qui n'étaient pas très certains, puis je pense qu'ils semblent aimer l'original, mais je leur dis non, ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est assez différent que ça vaut la peine, justement. C'est pas remake plan pour plan, puis tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de clin d'œil au gym. Là. Ils s'en vont pas pousser de la fonte ou quoi que ce soit. C'est bien écrit, bien amené. Ce qui est surprenant, peut-être, vous dites, il me semble que ça fait longtemps que j'entends parler de ça, mais oui, parce qu'on parlait de ce film-là en genre 2000, depuis vraiment longtemps, mais cette mouture-là, depuis 2021, ça a été tourné en Bulgarie. Ça avait joué au Fantastic Fest de Austin, un genre de Fantasia, mais au Texas, en 2023. Puis après, c'était comme sur le point mort parce que le film est... on a déjà vu d'autres, c'est pas si trash que ça, mais personne voulait comme acheter les droits pour le distribuer, ne sachant pas quoi faire, comment le sortir. Fait que le film est resté tabletté vraiment longtemps, jusqu'à temps que Cineverse s'en mêle. Puis Cineverse, qui est aussi affilié, je pense, avec Screambox ou quelque chose aux États-Unis, qui est un peu une plateforme, mais qui diffuse sur grand écran. Puis ils sont arrivés en force l'an passé. C'est eux qui ont mis Terrifier 3. Ils vont avoir le remake aussi de, j'en parlais, Silent Night, Deadly Night, j'en parlais avec toi matin, qui sort en décembre. C'est ça, qui est aussi de la même gang que Terrifier. Et clin d'œil, ils ont le dessin animé Lesbian Space Princess, qui va, pour les gens de la Ville de Québec, être présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Une projection, je pense, le week-end du 12 septembre. Fait que si vous aimez ce genre d'affaires-là, je pense qu'il est un petit peu différent, celui-là, puisque c'est un dessin animé. Là, on n'est pas dans le même genre de gore. Mais voilà, fait que c'est Cineverse qui a acquis. Puis c'est pour ça que ça a pris du temps avant de le voir. Des fois, c'est mauvais signe quand c'est un film qui est tabletté parce que le studio fait « Oh, finalement, c'est pas très bon. » Mais là, c'était l'inverse. On n'osait pas sortir ça. Ça a été financé de manière indépendante. Puis au début, ils pensaient faire une version plus douce, puis Cineverse a dit non, on y va all-in. Fait que c'est pour ça que le film, ça présente unrated version, là, que finalement est donc la version officielle. Je pense pas qu'ils vont faire une rated version. C'est peut-être juste pour clarifier que c'est la vision c'est le director's cut un peu qu'on voit, là, avec de l'arrachage de tête puis tout. Et fait même plus loin que ça. Oui. On tentait de refaire un nouveau film au début des années 2010. OK. Et c'était Arnold Schwarzenegger qui est en pourparlers pour jouer le Toxic Avenger à ce moment-là. J'ai lu en diagonale qu'on voulait faire une version qui ressemblerait au dessin animé. Il voulait faire un PG-13. Avec un autre, probablement que ça aurait été ça. C'est ça qui se voulait une farce, mais bon enfant, de gentil Toxic le Ravageur, là, c'est ça. Ouais. Fait que, parce que là, dans un monde gore, c'est quand même ce qu'on présente. Comme je dis, la foule devient genre, hey, finalement, il aide, hey, on se fait. Tu sais, il y a un message social là, au nouveau film, à tout ça qui est comme premier degré, mais genre, méfiez-vous des grosses corporations. L'idée qu'on te vend plein de produits pour t'aider, te rajeunir, ton soin personnel, mais que finalement, c'est toute cette affaire-là qui te donne les maladies que tu penses que tu te préserves, etc. Là. Et beaucoup, évidemment, toute la thématique de pollution qui est chère au créateur Kaufman, puis je pense que c'est Michael Shear, l'autre, qui sont d'ailleurs producteurs aussi pour ce nouveau film-là, fait qu'ils sont encore impliqués dans leur franchise. Parce que Mason Blair, le réal, on le connaît pas tant que ça. Non, je suis allé voir un petit peu, puis des trucs un peu de série B, justement, mais je pense que c'est un grand fan des productions Trauma, qui sont derrière Toxic Avengers et autres films de genre-là aussi, de série Z. Donc, je pense qu'il a convaincu les producteurs avec son pitch. Puis, il joue dans le film lui-même, il fait Taylor Page, là, quand elle retourne dans sa maison où elle enlève le plancher, c'est lui. Là. Son genre de coloc, là, c'est lui, Mason Blair. Puis on le revoit à la fin, une fois à l'hôpital. Là, je sais pas trop. Petit caméo sans plus. Yes. Oui. Restons dans la destruction, peut-être. Et dans le remake? Oui, The Roses de Jay Roach. Oui, Les Roses au Québec, qui met en vedette Benedict Cumberbatch et Olivia Colman, un beau duo britannique.
Et aussi du côté américain, Andy Samberg et Kate McKinnon. Kate qu'on reconnaît comme être le genre de personnage qu'on arrive puis qu'on lui dit improvise-moi 3-4 lignes, ça lasse, puis ça va être drôle. Comme elle faisait beaucoup dans les Ghostbusters, la remouture féminine. Un coup de cœur aussi personnel, Nguti Gatwa, qui aussi a fait un des le plus récent, je pense, Doctor Who, qu'on a découvert dans Sex Education, c'est ça? La série lui qui faisait Eric, l'homosexuel. On parlera du contexte après. C'est un peu les... Ce qui va arriver, c'est qu'on a un couple, une cuisinière qui fait ça un peu... pas mollement, mais tu sais, son resto marche pas trop, puis est cool avec ça. Un architecte très prometteur. À un moment donné, il va arriver un genre d'incident qui va faire qu'au même moment, leurs deux carrières vont prendre des courbes inverses. Donc lui, ça va crasher. Elle, ça va monter. Ça va inverser leur dynamique dans la famille. Et un manque de communication va un peu exacerber tout ça. Puis au fil du temps, ça va créer une tension puis la guerre entre les deux. C'est une réinterprétation du roman The War of the Roses de Warren Adler et qui avait déjà été adapté au cinéma en 89 par Danny DeVito, qui mettait en scène Michael Douglas et Kathleen Turner, donc le duo de Romancing the Stone, voilà. Jewel of the Nile. C'est ça, et que ça... C'est pas un remake, même principe que Toxic. C'est pas un remake plan pour plan, puis exactement la même en fait, c'est pas histoire. La même... Ouais, non, c'est ça. pas les mêmes personnages. Voilà, puis on a actualisé tout ça. Donc, ça doit être un roman de film 89, fait que début 80, mettons. Ouais. Puis, fait que là, on est rendu en 2025, fait qu'on a actualisé au mode contemporain un peu. Et... mais ce qui va revenir au cœur, c'est ce pivot-là et éventuellement la bataille pour la maison et le traitement comédie noire. Ici, on navigue beaucoup entre une comédie qui est parfois grossière, justement, là, de malaise, puis pas de joke de pète, mais ce genre-là. Tu sais, Jay Roach est un vétéran de l'humour, puis il nous a entre autres offert Meet the Parents, le premier de la saga. Il a fait les deux premiers aussi. Les deux premiers, Meet the Fuckers aussi. Et Austin Powers. Austin Powers, qui est quand même un genre complètement autre dans la parodie. Plus récemment, Bombshell, puis d'autres genres de comédies dramatiques où on rit, mais en même temps, il y a de la tragédie là-dedans. Fait qu'on est dans la comédie noire, mais c'est pas exactement le même ton que dans l'original, mais tu sais, c'est pas le film le plus connu non plus, fait que je vais arrêter mon jeu de comparaison avec l'original. Tu sais, donc, on dirait que c'est à la mode vraiment, puis je sais pas si on est tanné ou pas encore, mais des cuisiniers, là, de voir des beaux repas et tout, mais c'est comme si c'était un milieu qui est intéressant, qui est excitant à montrer, mais après, c'est pas un film tant que ça sur l'art culinaire, là, 2-3 affaires parce qu'elle est bonne pour resculpter des choses en gâteau, des affaires de même. Mais, puis tu comprends qu'elle a un ton qui est plus lousse. Elle est plus phonée, elle laisse aller. Les enfants, faut pas les priver de rien, sinon ça va créer des manies. Fait que mangez tout le sucre que vous voulez, puis elle fume des petits joints, puis tout est bien lousse. Son restaurant de fruits de mer s'appelle I Got Crabs, qui est comme, j'ai la gonorrhée, je pense. Là. Puis, fait qu'elle est comme, c'est drôle, blablabla. Lui, il est plus strict, plus cartésien et tout. Fait que, mais ils s'entendent bien, ils ont un humour, puis une fois de temps en temps, dans leur chicane, cette folie-là revient. Chose intéressante, c'est que puis l'éducation des enfants va venir jouer. Donc, quand il va avoir un revirement, il va plus perdre sa job, pas mal perdre sa job. Il va s'occuper plus des enfants, mais là, ça va devenir plus militaire. Elle va trouver ça difficile. Fait que c'est comme un peu sur cette idée-là que tu sais, faut pas que tu peux pas baver ton conjoint là, quand ça va bien pour toi puis ça va mal pour l'autre. Puis au lieu d'en discuter, ben ils ont comme enterré ça puis ça a créé une forme de jalousie puis de rancœur dans le fond puis d'envie l'un envers l'autre. Puis le temps qui passe, 4-5 années plus tard, fait qu'à un moment donné, ils finissent par se détester puis c'est comme rendu extrêmement difficile à dénouer cette situation-là. Puis il va venir une bataille pour la maison. Ça qui était aussi au cœur du premier film. Dans bande-annonce, on voit beaucoup l'idée là, comme sans spoiler, là, mais tu sais, d'un divorce puis ces affaires-là. Puis je pensais que ça serait comme après 20 minutes dans le film, là on veut divorcer puis c'est la guerre puis on se fait des coups salauds. Là. Mais ça arrive vraiment plus tard dans le film. Là. C'est plus dans le dernier tiers. Fait que tout le reste, c'est quand même la construction de ça puis on célèbre les bons moments. Mais comme toute comédie dramatique, ou la plupart, ben justement, la première heure est très comique, puis l'autre est plus dramatique, justement, et plus noir, comme on dit.
Fait que, somme toute, je m'attendais à rien, je connaissais pas ça. J'ai vu l'original après avoir vu Les Roses. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je pense que ça témoigne quand même, comme souvent des films de cinéastes d'un certain âge, il a appris à faire des films puis coécrire et tout. En début 2000, il y a un peu de ça qui transparaît. Ça fait pas que le film est pas bon ou vieillot, mais c'est juste, je pense qu'il y aurait eu un très bon succès il y a 15-20 ans. Puis là, ça va être correct, ça va être un divertissement. On soulignait encore il n'y a pas si longtemps, pas juste nous, mais partout, comme il n'y a plus de comédie au cinéma, ils envoient tout ça dans les plateformes. Puis là, du côté de Fox, Disney, Searchlight, machin, on fait quand même l'effort de le sortir au cinéma. Il y a une version doublée au Québec pour tout ça. Fait que divertissement sur... on est moins dans les hommes, les femmes, que je pense que le premier était, que là, plutôt le couple, là, finalement, par rapport à chacun et ses besoins. Fait que j'ai bien apprécié ce film-là, même si, écoute, peut-être qu'on s'en souviendra pas au bout de l'année, mais en ce moment, il pleut. C'est une belle offre. Ça va être quelques semaines à l'affiche et ça va satisfaire. C'est efficace pour ce que c'est. Voilà. Quand même, tu dis. Je pense que c'est quand même, on est en fin août, il faut être poli, mais pris au piège, c'est la même chose. C'est juste, si vous avez un genre plus action et tout, allez-y, mais espérez pas. Moi, je pense pas que tu peux espérer voir Pris au piège le 5 octobre au cinéma. Là. Je pense, 5 octobre, c'est dans 5 semaines, mais en tout cas. Bref, je vais être poli d'un coup qu'on nous écoute chez Sony, chez Disney. C'est des beaux produits et tout, mais à un moment donné, le marché est ce qui est. Là. Pas tant de films sont là 12 semaines à l'affiche. Là, oui. Et même dans les temps normaux, c'est rendu rare aussi. Tout va quand même. Les films les plus longtemps qu'on a, là, il y a Menteuse qui commence son 8e week-end. Il y a encore du Jurassic, du F1, puis ça, c'est des 9-10e semaines. Fait que, du 12e, ça serait des films du mois de mai. Puis Lilo et Stitch revient sur certains écrans parce que c'est un long week-end, mais ils sont plus là, les films du mois de mai. Non, c'est ça. Les Thunderbolts, là, c'est plus... ça n'a pas fait ça, là. Fait que on est plus là-dedans maintenant, là. À part, tout le temps 1 ou 2 films par année, là, qui font plus de 10 semaines, mettons, là. Peut-être 3 films. Un conclave. Ouais, c'est ça, mais puis encore là, c'est plus tous les écrans et tout, mais sinon, c'est plus du... Ouais, les gros films du 8 semaines. 8-9 semaines, là, je pense. Fait que, faire 3 semaines au cinéma, c'est quand même la norme, mettons, là. Je pense que c'est insultant, là. Bref. Non. Un autre petit film international? Oui, pour les amateurs de cinéma. D'ailleurs, Mexico 86 de César Diaz. Ouais, qui met en vedette surtout Bérénice Bejo, qu'on oublie n'est pas que française, mais argentine. Oui, effectivement. Alors, elle joue dans des films espagnols à l'occasion. C'est ça, elle n'a pas eu besoin de l'apprendre. Elle parlait déjà espagnol. On est à Mexico, surtout, où justement son personnage est exilé et poursuit ses activités politiques. C'est une révolutionnaire guatémaltèque parce qu'il y a une dictature au Guatemala, la police, tout le monde est une mèche et... ça va pas bien pour les citoyens. Fait qu'elle, même si elle a changé de pays, est quand même menacée. Et là, la situation familiale change et elle va être obligée de prendre un peu la garde ou la tutelle de son enfant, si on veut, de s'en occuper, alors qu'il était caché ailleurs avec sa mère. Et ça vient beaucoup mettre de la pression sur ses idéaux, puis de genre là... elle-même fuir puis se cacher puis essayer de continuer le push militant, c'est une chose, mais si en plus la vie de ton enfant est menacée puis que si vous vous faites pogner, il va se faire torturer à mort, c'est challengeant dans tes valeurs. Alors, qu'est-ce que tu choisis dans tout ça? Voilà, peux-tu nous parler un peu plus du film? Je l'ai vu, mais toi, tu as même pu parler à César Diaz. Oui, effectivement. Donc, vous pourrez surveiller mon entretien avec le réalisateur César Diaz dans les prochains jours. Il parle français? Oui, en fait, lui a quitté le Guatemala, jeune adulte, en fait, est allé étudier le cinéma en Belgique. OK. En fait, non, c'est... En tout cas, il étudiait à l'Université de Belgique, puis après ça, il est allé à Paris étudier en scénarisation. Fait qu'il parle très bien français, honnêtement. Puis, ce qui est d'autant plus fascinant avec l'histoire, un film que j'ai apprécié de base, mais c'est vraiment inspiré de sa vie. Okay. Donc, sa mère était révolutionnaire comme ça. Ça ajoute une touche à tout ça. Vraiment. Donc, lui, finalement, a été séparé de l'âge de 3 à 10 ans. Et il l'a retrouvé à 10 ans, puis ça s'est pas super bien passé. Je pense qu'il entretient une relation correcte, mais il n'y aura jamais une relation mère-fils avec elle, puis c'est comme accepté. Là. Fait que c'est super intéressant. Fait que moi,
Ben, moi, j'aime beaucoup ces films-là politiques. Tu sais, il y en avait un aussi là, sur le Brésil il y a quelques ans, l'année passée. Là, oui, qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, j'ai oublié le titre. Tu es toujours là, quelque chose comme ça. Fait que ça s'apparente un peu ce genre-là. Vous avez aimé ce film-là, je pense que vous allez aimer. Puis en plus, un peu moins de budget ici. On voit que c'est un peu plus huis clos. Effectivement. Et tout, mais le traitement, le sujet est intéressant. Bérénice Bejo est excellente. Très bonne. Puis on est dans les codes un peu du thriller aussi, là, parce que ça va être très dramatique, mais en même temps, il y a un petit côté suspense où ils se font traquer, ils doivent se sauver. Et ça, c'est vraiment inspiré de son affection des films américains des années 70 comme The 3 Days of the Condor, French Connection, tous ces films-là politiques et policiers. Là. J'avais déjà parlé au fil du temps, évidemment, on se répète toujours un peu sur nos goûts et tout. Puis moi, je suis pas tant un fan des poursuites de voitures parce que je me lasse vraiment vite. Puis souvent, je trouve qu'elles sont trop longues. Ouais. Puis je ne sais pas si c'est faute de budget, mais il y en a une ici à un certain moment, vers le 2/3 du film, puis elle est extrêmement efficace. Oui. Puis peut-être justement parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'elle dure 9 minutes, là, fait que je la trouve vraiment bien faite, la tension est bonne, c'est bien joué. Bejo est tellement bonne là, dans vraiment les grandes actrices. Il y a une scène full émouvante où elle parle au téléphone, puis tu sais, quand tu prends un recul, là, tu te dis, elle parle à personne, là. Puis elle joue ça comme... peut-être quelqu'un lui donnait quand même la réplique. Là. Des fois, ça aide l'autre bout du film. Mais c'est vraiment intense. Puis c'est comme... c'est super bon. Là. Ouais. C'est un film très intéressant. D'ailleurs, César parle de cette scène-là dans l'entretien. Est-ce que quelqu'un lui donnait la réplique, finalement, au bout du film? Ah non, je parle de la poursuite. La poursuite. Oui, c'est ça. Juste pour lui, ça a été vraiment la scène la plus difficile à réaliser parce qu'il n'avait jamais tourné de scène d'action de sa vie. Fait que là, tu te trouves tout dans la logistique. C'était assez intéressant. Ça me rappelle, je pense juste à ça parce que des fois, lui, c'est son deuxième film, je pense, l'autre d'avant, Nos mères, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme le plus action qu'il a fait, là, des coups de feu et des chars qui foncent dedans, puis tout, en plein milieu, bloc des rues, etc. Ils ont tourné au Mexique, j'imagine? Moi, ça me l'a pas dit. Je pense que oui. Je pense que puis... mais tu sais, après, des fois, tu parles à d'autres, puis c'est comme, non, mais là, il n'y a rien là. C'était Céline Song. J'ai entendu en podcast par après avec The Materialist que elle avait fait un film, puis peut-être d'autres trucs avant, mais elle avait jamais tourné dans des voitures. Puis il y a beaucoup de scènes où ils sont dans le char, où ils embarquent dans des taxis, puis tout, tu sais, quelques scènes. Puis elle était là, je m'attendais pas quand t'es arrivé, tu sais, sur le plateau, puis tout, c'est compliqué. Où est-ce que tu peux faire installer l'éclairage, les caméras, etc. Puis là, aux techniciens qui aidaient puis qui sont comme spécialisés là-dedans, elle dit comme, dirais-tu que c'est quand même un gros film de char que je fais? Puis comme, non, pas pantoute. Puis t'es comme, oh shit, pour moi, c'est comme, ça a été la moitié de mes préoccupations. C'était comme, finalement, filmer dans des chars, c'est une catastrophe. Tu sais, c'est chaotique, là. Fait que c'était un peu ça pour lui, genre, je suis complètement fou de faire de l'action puis tout. Puis là, après, tu parles à d'autres réals, tu sais, French Connection puis tout. Puis c'est comme, c'est beau le kid, là. T'as bien fait ça, mais... c'est 5 minutes dans ton film de 1h40, là. Exact. Donc, Mexico 86, moi, je le recommande fortement pour les amateurs de ce genre-là. Ouais, cinéma international, grosse performance et tout, le côté historique. Ouais, c'est ça qu'on connaît moins, puis effectivement, c'est ce qu'il disait. Quand on associe un peu les dictatures d'Amérique latine de ces années-là, c'était souvent les gens oublient le Guatemala, il y a beaucoup l'Argentine qui en était un. D'ailleurs, je pense que Bérénice Bejo a fui le pays à cause de ça. Okay. Et pourtant, le Guatemala qui est collé sur le Mexique. Puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que situé l'action pendant la Coupe du Monde 86 cette année-là, où justement, il y avait ce côté... Lui, il s'en rappelle, il était jeune, il est en 78, fait que, il se rappelle très bien ce côté absurde d'où les gens étaient juste obsédés par la Coupe du Monde alors qu'il y avait une guerre civile du pain des jeux qui se déroulait. Oui, tout à fait. Là. Fait que... je mentionne aussi la sortie de L'Avenir, non pas cette ville... c'est pas au nord du Québec, c'est pas bon dans les régions administratives, mais il y a une ville qui s'appelle L'Avenir. Oui, un village qui s'appelle L'Avenir, proche de Drummond, mettons. Puis j'avais un ancien coloc qui venait de là, fait qu'on faisait des blagues de je m'en vais dans l'avenir en fin de semaine. Mais c'est le film d'Emmanuel Schwartz, ce comédien bien apprécié, qui réalise ici. C'est un film un peu... en fait, il a gagné des prix au Festival de films d'art et d'essai de Montréal. Ça doit être un ovni quand même. C'est pas inaccessible, mais c'est la démarche. C'est-à-dire que le scénario, c'est des camarades finissants en art dramatique qui vont rendre hommage à une de leurs consoeurs qui est atteinte d'un cancer et qui va décéder
prochainement. Fait qu'ils font une espèce d'adieu solennel sous la forme d'un spectacle. Mais en même temps, ils l'haïssent parce que c'était elle qui est la plus populaire. Mais là, fait que son mixed feeling entre... Genre, je l'aime pas, mais je trouve ça triste qu'il y arrive. Mais finalement, je suis quasiment bien fait pour sa gueule. Puis, tu sais, fait que très, très spécial là-dedans. Dans une pièce qui est un peu too much parce que c'est des acteurs de théâtre qui viennent d'être poliment brainwashés à tout ça. Mais le format, c'est que Emmanuel Schwartz est enseignant à l'école de théâtre professionnelle du collège Lionel Groulx. Fait qu'il met en scène c'est sa cohorte la plus récente qui participe à ça. Je sais pas si on co-écrit ou quoi que ce soit, je me souviens pas. Fait qu'il y a cette folie-là, mais ajoute quelques comédiens, Bruno Marcil puis d'autres comédiens connus. Fait qu'on parle de beaucoup de choses, justement, l'intimidation, le rejet amoureux, les relations entre les étudiants. Surtout en art, c'est assez... J'ai entendu beaucoup d'histoires aussi. C'est très... libre penseur, les gens couchent beaucoup avec tout le monde, puis ont vraiment beaucoup de fun, puis ont une dynamique différente avec leur corps que la plupart des gens, parce que ça devient un outil de travail, fait qu'il faut que tu t'en libères beaucoup. Fait que, tu sais, le film s'écoute très bien, là, c'est pas genre expérimental, fucked up et tout, là, fait que ça suit bien, mais c'est une sortie assez limitée pour l'avenir de Emmanuel Schwartz. Ça conclut ce balado. Moi, juste avant, j'aimerais juste souligner quand même la sortie d'un grand classique pour ses 50 ans. Ben oui, t'as raison, oui. Quand même, Jazz va prendre d'assaut les écrans. Ouais, subtilement, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ce film-là sur grand écran, je vous le recommande fortement. Je l'avais vu il y a quelques années, là, pendant la pandémie. Il l'avait ressorti. Mais là, je pense qu'ils ont encore remasterisé ou je sais pas trop. Il y a du Atmos disponible, des gros sons surround, tout. Fait que ça on mise beaucoup sur la 3D, mais il y a plein de versions disponibles. Puis, parce que je trouve un peu dommage dans leur cas, peut-être que Universal ne voulait pas se tirer dans le pied, c'est que l'anniversaire était vraiment au mois de juin. On en parlait en mai, le 50e, parce qu'il était sorti genre juin 75, blablabla. Il y a même eu des événements, je pense, des projections dans le petit village du Maine où ça avait été tourné et tout. Mais dans le cas d'Universal, c'était comme, avec le calendrier, on va sortir ça à la fin de l'été. Fait que là, j'espère que les gens vont être un peu au rendez-vous. D'après moi, ça va être à l'affiche genre une semaine, puis on passe à autre chose. Fait que c'est vraiment ce week-end ou cette semaine, si vous voulez profiter sur grand écran. Vas-tu avoir le temps, toi, d'aller le voir? Moi, je vais trouver. C'est sûr. Week-end de 3 jours, là, de m'avoir une petite soirée dimanche soir spécial où on se couche plus tard, là. Voilà, mais il y a d'autres films, peut-être vous avez vu, pour me semble ça sort ces films-là, on va en discuter la semaine prochaine ou très prochainement parce que c'est des sorties plus limitées, mais donc par étape, fait qu'ils sont pas encore arrivés au Québec, ou du moins pas à Québec. Splitsville de Michael Angelo Covino, que je vais essayer de regarder, même son premier film de Climb que j'avais manqué à l'époque. Et L'intrus aussi, Lurker, qui met en vedette Théodore Pellerin avec Archie Madekwe. Puis sinon, le 5 septembre, la grosse sortie, c'est La Conjuration, dernier rite, que je sais pas si on va être capable de parler le 5 ou sinon très prochainement parce que tu vas partir au TIFF, fait que ça va un peu affecter notre horaire, mais on va quand même avoir un épisode la semaine prochaine. On parlera de ce qu'on aura eu le temps de voir. Et ça va être toi notre spécialiste de La Conjuration parce que je suis vraiment pas à jour. Écoute, si ça m'adonne, j'irai avec toi, là, ça va, mais c'est que je n'ai vu aucun. Puis j'aurais pas le temps de toutes les écouter. Puis m'amener la vie et j'ai plus le temps d'écouter. Faut que tu fasses des choix. Du rattrapage de 7 films pour essayer de tout voir, puis les spin-offs. J'ai vu, je pense, le 2, puis c'est tout. On a vu une nonne aussi l'an passé, justement, que je baquais sur rien. Mais je pense que la ligne droite de La Conjuration est plus intéressante que les spin-offs à gauche puis à droite, là. Bref, c'est à suivre. Gros mois, on va avoir aussi plein d'entrevues avec plein d'équipes, des collabs avec d'autres podcasts. On ne chôme pas, fait que bien du matériel auditif, audio pour vous. Contactez-nous par courriel à balado@commercialmonciné.ca ou par les médias sociaux. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et dans 2 semaines à peu près, la nouvelle édition va arriver. On en reparlera à ce moment-là, mais là, il y a encore des sujets d'actualité dans celle avec Anne-Elisabeth Bossé en couverture. Visitez le monciné.ca pour en savoir plus et aussi pour lire ton entretien avec César Diaz qui paraîtra dans les prochaines minutes. Donc, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais votre voisin vous demande de veiller sur son chat, je vous suggère de poliment décliner.